BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver. Effectivement, Sofiane, on est prêt pour les JO. Ça court dans tous les sens sur ce plateau. Bienvenue, on est avec vous. On va répondre à toutes vos questions. Vos questions dans l'entreprise, sur la vie, au travail. Vous êtes patron, indépendant, salarié. On est là pour vous aider. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez en direct jusqu'à 13h. Il y a aussi le live LinkedIn et le live sur X. Et nos 4 experts du jour sont là pour vous répondre. Et on vous les présente. Fanny Henriot, recruteuse au Mercato de l'Emploi, est avec nous. Philippe Boulanger, fondateur d'Inoteo. Philippe, on se connaît. Bonjour Sandra. Avec les nouvelles technologies, c'est ça. On s'était vu à Lyon et vous allez nous parler un peu de la nécessité de ces nouvelles formations. Tout à fait. Dans l'entreprise. Anaïs Roux est à vos côtés, responsable scientifique chez Thiel. Merci d'être avec nous. Et Lucas Aubry, avocat conseil au cabinet Yards. Merci Lucas d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Première question, Sofiane. Allez, c'est parti. Elle est pour vous, Anaïs. Je suis maman et stressée, nous dit Cécilia. Quelles ressources existent pour moi ? Alors, il y a plein de ressources qui existent. Je pense que déjà, en effet, c'est une très bonne question parce que la première chose à faire, c'est en effet de faire un peu le point sur les ressources qui existent autour de soi. Il y a des ressources qui peuvent venir de l'entreprise, mais s'il y a des ressources qui ne viennent pas de l'entreprise, il peut y en avoir aussi dans votre entourage. Je pense que la première chose à faire quand on est jeune maman ou maman d'adolescent, justement quand on est stressé, c'est de parler aux autres. C'est d'aller rechercher le soutien des autres, que ce soit auprès de communautés qui existent déjà. Par exemple, je pense à Bliss, qui est une communauté très connue en France de jeunes mamans. Je pense aussi à un soutien psychologique. Il y a beaucoup de psychologues, de thérapeutes qui sont spécialisés en périnatalité. Je pense que voilà, chercher de l'aide, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Vous parliez des aides de l'entreprise et c'est ce qui nous intéresse notamment dans cette émission. Quel type d'aide on peut obtenir de la part de l'entreprise quand on est parent ? Parce que pour le coup, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on va avoir. Complètement. Et l'avantage, c'est qu'il y en a énormément qui existent. Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas forcément copier sur une entreprise qui a déjà des aides de parentalité. C'est vraiment de chercher à l'intérieur de son entreprise qu'est-ce qui correspondrait à ses salariés, qu'est-ce qui est déjà mis en place dans la culture du travail, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ensuite adapter. Donc je pense par exemple à des places en crèche, je pense à une mutuelle avantageuse, je pense à une charte de flexibilité au travail, d'horaire. Voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, mais je pense que les personnes numéro 1 qui pourront vous dire, ce sont vos salariés. Donc ne pas hésiter à questionner ces salariés pour savoir ce qui leur manque au sein de leur entreprise. Sofiane. On passe à la boîte aux lettres parce que vous nous écrivez quand vous voulez à l'adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr. Et c'est Kylian qui l'a fait. Une question juridique pour vous, Lucas. Il nous écrit: j'ai une difficulté dans mon travail. On vient de m'annoncer que je vais être muté à Lille pour être directeur de magasin de chaussures. Je travaille à Marseille en tant que vendeur pour la marque et j'ai pas demandé cette promotion. Donc est-ce que c'est vraiment une promotion ? Oui. Je pense qu'on veut me pousser au départ. Est-ce que je peux refuser d'aller à Lille ? Juridiquement, c'est quoi effectivement cette situation On peut comprendre que de Marseille à Lille, la distance est importante, c'est un changement de vie assez important, donc effectivement c'est un changement de zone géographique et le salarié dans ce cas-là peut évidemment refuser cette mutation ou cette promotion. Il n'a pas besoin de le justifier et son employeur ne pourra pas lui imposer ce transfert de son lieu de travail de Marseille à Lille. Par écrit, tout à fait, s'il le souhaite. Ça dépend de la façon dont l'employeur lui a proposé cette modification de son contrat de travail. Si on lui a écrit par écrit, il répond par écrit et il dit simplement qu'il n'est pas intéressé par la modification. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une proposition comme celle-là, l'employé, le salarié, il voit peut-être l'ombre effectivement d'une fin de collaboration. Est-ce qu'il a tort de se dire ça d'après votre expérience personnelle, Lucas ? Compliqué, il faudrait voir les circonstances de l'espèce, la façon dont ça se passe, quel poste on lui propose, si c'est simplement un changement de zone géographique ou si ça s'accompagne d'une promotion. Il peut essayer aussi de négocier ses conditions de travail en essayant de comprendre pourquoi on lui propose cette mutation, en essayant de négocier son salaire, en essayant de négocier des aides pour le déménagement. Donc tout ça, c'est un dialogue qui doit s'instaurer entre le salarié et l'employeur, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif d'envoyer un salarié de Marseille à Lille. Vous disiez qu'il y a une différence substantielle de géographique. En fait, s'il avait été muté, la proposition était à Aix, par exemple, là, il pouvait ne pas refuser. C'est la distance géographique qui fait le... Effectivement, il y a une règle qui est un petit peu différente quand on est dans la même zone géographique, le même secteur géographique, et on peut le comprendre, une entreprise peut avoir besoin de déménager, par exemple pour prendre des locaux plus grands, à 10 km de là où elle travaille actuellement, et dans ce cas-là, effectivement, elle peut imposer le déménagement à ses salariés. Donc tout est circonstance d'espèce. Et la zone géographique, c'est pas une notion figée. Ça dépend des moyens de transport collectifs qui existent dans la région, etc., etc. C'est un peu au cas par cas, mais il faut un petit peu voir la situation dans son ensemble. Sofiane. Voilà pour votre réponse, Kylian. N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'acceptation
l'approbation ou non, ou du refus de ce choix. Puis Lille, c'est sympa aussi, non? Ça peut être pas mal. C'est pas la même ambiance. Oui, voilà. Bon, mais c'est sympa. Peut-être un peu moins de soleil, mais c'est sympa quand même. Une question pour vous, Philippe, notre spécialiste formation du jour. Les nouvelles technologies permettent-elles de réduire les écarts de compétences entre deux employés? Philippe. Alors oui, tout à fait. On va pouvoir maintenant, alors quand on parle de nouvelles technologies, on ne va pas forcément parler uniquement de robotisation, mais on va parler notamment pour la formation de tout ce qui est solutions immersives, donc sur tablette, sur smartphone, la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité virtuelle. Donc ça va permettre de les réduire parce qu'on va pouvoir avoir des personnes qui sont avec une compétence, des experts qui connaissent bien leur travail, et à côté de ça, ils vont avoir des jeunes débutants qui ne connaissent pas le métier. Ils vont avoir, grâce à ces technologies, la possibilité d'avoir... on va pouvoir enregistrer le savoir-faire sur un téléphone et on va pouvoir le rediffuser à un jeune. Ça veut dire qu'il aura directement avec lui ces modes opératoires qui seront interactifs. Ça veut dire que effectivement, l'écart de compétences, il va se réduire forcément, puisqu'on aura cette solution très flexible de pouvoir être formé en permanence et d'avoir des guides pour se rappeler. Ça rassure aussi les personnes qui l'utilisent. Oui, peut-être que vous l'avez dit, le mot-clé, c'est la flexibilité dans une ère où on doit être formé en permanence à toutes les compétences nouvelles finalement. Ce qui est très bien, c'est que c'est flexible pour le salarié et flexible aussi pour le mettre en place pour les entrepreneurs. C'est ça. Alors ça va maintenant, les nouvelles technologies donc permettent d'aller très très rapidement pour capter un savoir-faire. On va capter le savoir-faire, on va le rediffuser dans les minutes ou dans l'heure qui suit sur un téléphone ou sur une tablette, ce qui va permettre aujourd'hui d'avoir des formations, en tout cas des guides qui sont toujours à jour et sur lesquels on va pouvoir mettre des bonnes pratiques, par exemple, qui n'existaient pas avant. Ça s'insère bien dans une journée, je veux dire, une formation comme ça dure combien de temps par exemple? Alors, on reste souvent avec des formations classiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours la formation en salle et derrière, on va donner ces outils pour pouvoir aider à commencer les tâches, rassurer à la personne et le guider au cas où il a oublié un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment interactif. Quand on parle de solutions immersives, c'est pas juste des guides avec des textes, c'est des photos, c'est des vidéos, c'est des hologrammes aussi qui vont pouvoir venir sur votre téléphone, sur votre lunette. Ça peut être très sympa la formation et c'est bien de le savoir parce que vu le besoin dont on va avoir dans les entreprises, c'est plutôt bon signe. Sofiane. Allez, 12h19, on passe à l'actu du jour. À quoi ressemblera le congé de naissance? C'est-à-dire aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, entre autres, le gouvernement veut réformer le congé parental. Pour l'instant, il est d'une durée d'1 an renouvelable. Il passerait à 3 mois la première année de l'enfant, mais son indemnisation serait portée à 50% du salaire dans la limite de 1 900 € contre un forfait de 450 € par mois actuellement. Le texte sera présenté à l'automne 2025 et pour la ministre déléguée à l'enfance, cela permettrait de relancer ce dispositif car actuellement moins de 250 000 parents le demandent et 5% seulement d'entre eux sont des hommes. Première question, est-ce que ça veut dire qu'on a un problème avec ce congé si personne ne le prend, personne n'en veut finalement? Anaïs? Je pense qu'il y a quelque chose en entreprise qui se fait peu, c'est la communication et la sensibilisation. Aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de parents qui sont un peu démunis et qui n'ont pas accès à ces informations-là. Et alors, je n'ai pas la prétention de connaître non plus par cœur toutes les raisons de la non-prise de ce congé, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un vrai manque de connaissance de à quoi est-ce que j'ai le droit quand je suis parent, que ce soit pendant mon congé ou même à mon retour de congé. Ça pose la question de l'implication des pères, 5% actuellement. Ouais. Ça, on le remarque aussi un petit peu dans les chiffres. Par exemple, on sait que c'était une étude du Boston Project qui disait que 25% des mères adaptaient leurs horaires de travail pour répondre aux exigences de la parentalité, contre seulement 11% des hommes. Donc ça fait quand même 14 points de différence, c'est énorme. Est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est une question d'injonction sociétale? Est-ce qu'on attend plus des hommes de rester en entreprise et des femmes de s'occuper des enfants? Bien évidemment, mais... Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas asséner comme ça des vérités à la télévision. Fanny, vous en pensez quoi? Je vous vois acquiescer. Oui, en fait, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je ne pensais pas en parler aujourd'hui, mais moi, j'ai 4 enfants et j'ai un mari qui participe vraiment au travail d'équipe que ça représente. Donc, alors moi, j'étais à l'étranger et puis maintenant, je suis à mon compte, donc je n'ai eu aucun congé maternité, ni aucun congé de naissance, ni rien du tout, pas de jour. Mais du coup, je mesure la chance que ce doit être. Donc, prenez vos congés. Parlez-en à votre employeur, organisez votre planning
Et organisez-vous avec votre conjoint Et aussi. organisez-vous avec votre conjoint. Vraiment important. Sofiane. Et d'ailleurs, en parlant d'emploi, justement, parce que vous êtes aussi là pour ça, est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de formation et de nombre d'assistances maternelles, puisque si le congé est raboté, il va bien falloir mettre ses enfants en crèche. Or, on connaît les difficultés aujourd'hui de formation et de nombre de places en crèche. Ça va être une difficulté quand même. Ouais, effectivement, c'est déjà tendu suivant les villes et les régions. Il y a des villes où c'est plus ou moins facile. Obtenir une place en crèche, avoir une assistante maternelle disponible dans son quartier, qui travaille les jours qui vous arrangent, effectivement, c'est déjà compliqué. Alors, c'est pénurique. Comment on va y faire face ? J'imagine que ça va être comme pour tout évolue très vite. Des nouveaux métiers apparaissent, des nouveaux besoins apparaissent. Il faut être agile. Des personnes vont pouvoir se former. C'est relativement accessible. Il y a des formations qui sont proposées. Vous avez des équivalences. Une mère de famille peut passer un agrément spécifique. Donc, ça peut être une opportunité, j'imagine, pour les crèches privées notamment. Effectivement, ça peut être une opportunité pour aussi les crèches d'entreprise de proposer un service différenciant. Ça, c'est vrai que dans l'attractivité des entreprises sur laquelle je travaille beaucoup en tant que recruteuse, proposer des places en crèche pour des mères de famille ou des pères de famille, ça va être très différenciant. Et ce sujet de la parentalité, il est aussi dans les colonnes des Échos aujourd'hui avec un article consacré au sujet encore tabou, je cite, chez les dirigeants de la French Tech. Vous lirez des témoignages de ces mères qui reprennent le chemin du travail entre appréhension et excitation au premier jour. Une dirigeante de start-up d'IA pour les médecins parle par exemple de culpabilité des mères entrepreneuses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, que vous avez vu dans votre expérience ? Alors, subjectivement, moi, pas du tout. Je considère vraiment que ma parentalité est un moteur. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience il y a quelques jours. J'avais confié mes enfants pour les vacances et j'étais moins performante, il faut bien le dire. Alors, je me suis reposée quand même et je remercie les gens qui me les ont gardés. Mais je sais que quand j'ai pas ces exigences d'horaire, quand j'ai pas toutes ces dates butoirs, je suis moins bonne en organisation, en planification. Donc moi, ma parentalité me donne plutôt de la performance. C'est ce qui ressortait de l'étude de la semaine dernière, Sofiane, avoir des enfants que Vistaprint a sorti justement pour BFM Business, qui disait que 61% des entrepreneurs interrogés avaient déjà 1 ou 2 enfants et que ça se mariait bien avec la situation d'entrepreneurs et d'entrepreneureux. C'est intéressant, en tout cas, d'avoir toutes les versions. Sofiane. Une question pour notre juriste qui mêle actualité justement et questions juridiques. Je suis employeur, j'ai lu que Bruno Le Maire avait dévoilé 50 mesures afin de simplifier la vie des entreprises. Qu'est-ce que cela va changer pour mon entreprise et comment les bulletins de salaire vont-ils être simplifiés ? Alors, on l'attend, cette simplification, Lucas. On l'attend depuis longtemps. Ouais. Il est vrai qu'en France, on a un petit peu une spécialité dans les tâches administratives pour les entreprises. Donc, évidemment, le projet du ministre de l'économie et des finances, faut l'applaudir, il faut l'encourager. Il faut dire qu'à ce stade, c'est qu'un projet de loi, donc on va voir ce que ça va donner. Il va être étudié par le Parlement, notamment au courant du mois de juin. Donc on va voir ce que ça va donner. On espère que la montagne n'accouchera pas d'une souris, comme ça peut parfois être le cas. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est plutôt bon signe. C'est un projet de loi qui a été co-construit. En réalité, ça fait à peu près presque 1 an que les employeurs ont été consultés sur ce sujet, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés. Donc on peut espérer un projet adapté au monde de l'entreprise et qui répond véritablement aux problématiques. Maintenant, pour en venir au fond du dossier. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Effectivement, ce projet vise à simplifier beaucoup de démarches administratives, moins de paperasse, a dit Bruno Le Maire. Donc on espère que ça fera moins de paperasse, et notamment les fameux formulaires CERFA. On est les spécialistes en France du formulaire CERFA. Il y en a plus de 1600 qui sont utilisés aujourd'hui. Et on nous dit qu'à moyen terme, ils vont tous être supprimés, soit totalement supprimés, soit remplacés par des démarches en ligne. Alors on a l'habitude en droit du travail, on pense notamment à la rupture conventionnelle. À l'époque, on téléchargeait, on imprimait, on remplissait à la main un formulaire CERFA, puis on l'envoyait par la poste. Ouais. Ça peut paraître aujourd'hui totalement ancien, mais non, ça existait et ça a été remplacé par une démarche en ligne qui fonctionne très bien et que les employeurs utilisent. Donc effectivement, il y a un certain nombre de démarches. On va supprimer également les doublons. On peut penser aux arrêts maladie où le salarié va chez son médecin traitant, la sécurité sociale est informée et l'employeur devait en plus informer à nouveau la sécurité sociale. Intérêt très limité, donc une démarche qui va être supprimée. Et pour en venir au sujet des bulletins de paie, je suis un peu moins
Ouais, j'ai peur un peu de l'effet d'annonce, parce qu'effectivement, on a tous l'habitude autour de cette table, je pense, de lire des bulletins de paie. C'est compliqué à comprendre. Et aujourd'hui, la réforme, elle apparaît un peu cosmétique. On a une 50aine de lignes aujourd'hui, on en aura 15 demain. Mais comme la moyenne des pays européens, finalement. Exactement. Mais la question, c'est est-ce que ce n'est pas simplement un affichage? Est-ce que simplement le salarié il va mettre 1 minute de moins à comprendre sa rémunération brute et sa rémunération nette? J'ai un peu peur qu'on ne s'attaque pas au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est les règles de protection sociale, de prélèvements sociaux, qui sont extrêmement compliquées. Et sur ce sujet, il y a une statistique qui est intéressante. Alors, ça varie en fonction des sources, mais en tout cas, il y a au moins à peu près 40% des bulletins de paie qui contiendraient une erreur. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'attaquer au problème de ces règles très compliquées? Simplification très attendue par les entreprises, notamment celles qui viennent investir en France, celles de l'étranger. On va y revenir toute la journée sur BFM Business, en direct du sommet Choose France à Versailles. N'oubliez pas, évidemment, de nous suivre. Ça va être très intéressant. Nos entrepreneurs en pensent quoi de cette simplification? Alors, on l'espère, parce qu'effectivement, je suis bien au fait de ça, parce que je suis entrepreneur, mais aussi avant. J'étais salarié avant, donc on connaît bien ça. C'est effectivement des choses dont on parle depuis des années. Je crois que le choc de simplification, c'était le président Hollande qui en avait parlé. Ça fait longtemps. Ça fait quand même pas mal de temps. Et on reste avec toujours ces bulletins de paye qui sont très compliqués à comprendre. Donc on espère effectivement que ça va aboutir. Et que ça ne va pas accoucher d'une souris, comme dirait Lucas. Allez, dans un instant, on va parler de télétravail, Sofiane. Et oui, avec les ponts de mai, je me suis mise en télétravail, mais j'ai dû passer au bureau quelques heures. Mon manager me dit que je suis hors cadre car pas couverte par l'assurance sur site. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cet employé a eu raison de se faire taper sur les doigts ou pas? Notre juriste nous répond dans un instant, juste après la pause. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Les réponses à toutes vos questions en matière de télétravail, de formation, de parentalité, de questions juridiques, de recrutement, tout nous intéresse. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr, vous nous écrivez en direct et en live jusqu'à 13h. Nos experts sont là en direct pour vous répondre. Oui, on est en live aussi sur LinkedIn. Vous pouvez nous poser vos questions à cet endroit-là, réagir à nos sujets du jour, évidemment. Je vous rappelle, nos experts, Fanny Henriot, recruteuse au Mercato de l'Emploi, Philippe Boulanger, fondateur d'Inoteo, la formation avec les nouvelles techno, Anaïs Roux, responsable scientifique chez TIL, et Lucas Aubry, avocat conseil au cabinet Yards. Vous nous posez vos questions. On parlait de télétravail il y a un instant, Sofiane. Oui, avec une question que je vais vous résumer, parce que j'ai la flemme de la relire entièrement. J'étais en télétravail, je suis finalement venu au bureau, mon manager n'était pas content. Est-ce qu'il a raison de dire qu'il y a des problèmes d'assurance et de sécurité à venir quand on est mis au télétravail dans l'entreprise? Et Lucas? Disons que quand on fixe les règles à l'avance, c'est toujours bien de les respecter. Donc effectivement, ce salarié, s'il avait prévu d'être en télétravail, c'est bien pour l'employeur de savoir où est son salarié pour des raisons notamment d'obligation. Puisque l'employeur, on le rappelle, il a notamment une obligation de sécurité. Donc c'est bien de savoir où est son salarié et ça peut poser un certain nombre de questions juridiques. On peut imaginer un accident sur le lieu entre le domicile et le lieu de travail qui n'était pas prévu. C'est du temps de trajet, c'est pas du temps de trajet. Donc effectivement, prévoir les choses à l'avance. Et rappelons que normalement, le télétravail il est institué par un cadre collectif, un accord collectif, une charte télétravail qui prévoit peut-être des exceptions en cas d'urgence, par exemple, où le salarié doit se déplacer dans l'entreprise. Donc il faudra avoir un peu plus d'éléments, de détails pour répondre précisément aux salariés. Oui. Mais en tout cas, ça pose des questions, effectivement. Oui, par rapport notamment, effectivement, à l'accident. Sofiane. Et donc ne faites pas n'importe quoi. Mais vous êtes dur quand même. Il aurait pu juste décocher télétravail et c'était réglé, franchement. Disons que effectivement, il faut que ce soit une relation en bon terme, de bon sens. Donc, à mon avis, s'il est venu sur son lieu de travail, c'est qu'il avait une bonne raison pour venir sur son lieu de travail. Je ne pense pas que ça mérite en tout cas une sanction. Peut-être juste un petit rappel à l'ordre et un rappel des règles applicables. Une question pour notre experte recrutement, c'est vous, Fanny. Nous peinons à recruter des développeurs et des data analystes après avoir écumé les écoles d'ingénieurs où la compétition est forte. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour trouver des talents, Fanny? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers pénuriques, on en parlait tout à l'heure. Il va falloir se tourner vers d'autres parcours, des parcours peut-être moins traditionnels que l'école d'ingénieur, etc. On assiste beaucoup à des reconversions, en fait, on appelle ça les new collars. Ce sont des nouveaux talents qui se reconvertissent. Je prends un exemple. Je cherchais, c'est pas un développeur, mais un testeur de logiciels. C'est un nouveau métier, enfin relativement récent.
Et j'ai eu un candidat qui auparavant était loueur de voitures, mais il avait eu la chance de pouvoir faire une certification ISTQB, qui est le Graal dans le testing de logiciels, en accéléré. Il avait fait ça rapidement et depuis, il avait laissé de côté la location de voiture. Il était très demandé dans le testing de logiciels. Voilà, donc en fait, on a su lui faire confiance, on a su voir en lui sa formation accélérée et il y avait besoin de lui et on l'a formé aussi sur le terrain. Donc, c'est très intéressant et ça va intéresser votre voisin. C'est là qu'on voit que la formation va être absolument essentielle. Formation dans les entreprises qui peut mener à une nouvelle vie, à ce genre de recrutement. Alors, c'est pas effectivement le sujet du jour pour moi, pour la partie formation immersive, mais en tout cas, j'ai une réponse un complément à apporter. Effectivement, on peut avoir du mal à trouver des personnes qui ont les bonnes compétences. Nous, aujourd'hui, on recrute des développeurs, donc des ingénieurs, des gens qui ne sont pas forcément ingénieurs. Alors, on privilégie effectivement les ingénieurs, notamment à Compiègne avec l'UTC près de chez nous. On va surtout rechercher des personnes qui ont du bon sens, qui ont de l'appétence pour ça, et qui vont pouvoir rentrer facilement dans ces sujets-là. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît la technologie. De toute façon, la technologie, vous la connaissez aujourd'hui, en 3 mois, elle a évolué, donc il faut tout le temps se former. Donc tout le monde est formable. Tout le monde est formable, il faut quand même une certaine appétence, c'est pas un rejet pour un certain nombre de choses, c'est pas parce qu'on est effectivement garagiste, on peut être très très bon développeur, comme on peut être très mauvais, il y a des développeurs qui sont mauvais, qui seraient meilleurs garagistes, donc tout ça, ça veut rien dire, il faut juste prendre effectivement le métier qui vous convient le mieux et une certaine appétence. Garder l'esprit ouvert, oui. Fanny. Et pour compléter, il y a 2 choses en fait. Il y a l'émergence de ces nouveaux métiers qui va très vite, donc on est obligé de faire face. Les écoles, les cursus de 4 ans, c'est trop long. Mais il y a aussi le fait que de plus en plus on est amené à changer nous-mêmes de métier au cours de notre carrière. On va pouvoir exercer, paraît-il, bientôt une dizaine de métiers différents au cours d'une carrière. On a le droit et on se l'autorise maintenant. Ouais. Donc s'il n'y a pas des formations rapides, on ne peut pas reprendre 4 ans d'études à chaque fois. Donc ces 2 faits nouveaux conjugués font que effectivement la diversité des parcours se généralise. Mais ça demande quand même un changement un peu de paradigme, c'est-à-dire de dire aux entreprises ne vous fiez pas uniquement au diplôme. On est quand même en France, le pays, on regarde énormément ce qui a été fait et la formation universitaire pour le coup. Alors tout va dépendre de la culture d'entreprise également. Moi je sais que dans les entreprises pour lesquelles je travaille, il y en a qui sont très attachés à un parcours traditionnel et ça peut se comprendre, notamment des consultants en stratégie. Voilà, c'est un parcours très normé, très, très traditionnel. En revanche, j'ai des clients qui me disent écoutez, là on est ouvert, on veut un manager de terrain, qu'il ait exercé dans l'industrie ou dans un autre secteur, ça nous intéresse tant qu'il est de proximité. Continuez à réagir et à nous dire ce que vous pensez de ces sujets sur notre adresse et sur nos réseaux sociaux. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Philippe, est-ce que vous sentez dans la progression chez vos clients, les entreprises, est-ce que vous sentez qu'elles ont conscience qu'elles vont devoir faire appel finalement tout au long de la carrière d'un salarié à cette formation? Est-ce qu'elles changent un petit peu leurs habitudes? Alors elles changent leurs habitudes, oui forcément. Je crois qu'une entreprise qui ne change pas ses habitudes ne va pas aller très loin. En termes de formation, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui ça bouge beaucoup plus vite qu'avant. Donc les nouvelles technologies doivent pouvoir s'adapter et c'est ce qu'elles font en fait. Aujourd'hui, on a la possibilité, comme je vous l'ai expliqué, de pouvoir créer un guide interactif en quelques minutes et le donner à des salariés. Donc les entreprises aujourd'hui ont pris conscience de ça. On travaille beaucoup pour les industries, beaucoup pour les grandes industries, mais de plus en plus les PME, voire les TPE, parce qu'ils ont compris qu'avec un simple téléphone, on va pouvoir avoir une formation continue de leurs salariés. Sofiane. Une question pour Lucas Aubry, notre avocat. Un de mes salariés me fait part d'un cas de harcèlement moral. Que dois-je faire pour protéger la personne victime de harcèlement et faire cesser cette situation durablement? Sujet intéressant. Il faudrait 3 heures, Sofiane, pour parler de ce sujet, je crois. On va essayer d'être un peu plus bref. Vous ne les avez pas. Effectivement. Donc, on va inquiéter dans un premier temps, puis rassurer. Alors, inquiéter tout d'abord, il faut rappeler que le harcèlement moral, c'est pas une petite notion, c'est évidemment une difficulté d'un point de vue droit du travail, mais c'est également une difficulté d'un point de vue droit pénal. C'est une infraction pénale, c'est même un délit. Donc, le devoir principal de l'employeur, c'est un devoir de vigilance. La jurisprudence, depuis plusieurs années maintenant, elle veut que l'employeur il soit proactif. Donc, il ne reste pas les bras croisés, il agit. Donc, il agit, il fait quoi concrètement? Il met en place une enquête, c'est la base. Et l'avantage, et c'est là où on peut un peu rassurer nos téléspectateurs, c'est que
la jurisprudence de la Cour de cassation donne une certaine forme de latitude à l'employeur dans la mise en œuvre de l'enquête. Est-ce qu'il associe ou pas les représentants du personnel, notamment si l'entreprise comprend un CSE? Il a cette liberté. Est-ce qu'il auditionne ou pas la personne qui est accusée de harcèlement moral? Là aussi, il a une certaine forme de liberté. Il détermine librement le panel de personnes auditionnées. L'essentiel, c'est d'agir. Alors évidemment, il faut agir, il faut se ménager des preuves qu'on a agi. Et si nécessaire, il faudra sanctionner, voire licencier la personne qui est accusée de harcèlement moral. Et je rappelle qu'en matière de licenciement disciplinaire, on a un délai de 2 mois à respecter à partir du moment où on est au courant des faits. Donc il faut agir rapidement pour pouvoir agir le cas échéant. Est-ce qu'il faut doubler cette situation à l'intérieur de l'entreprise d'une plainte à l'extérieur? Alors ça dépend des cas de figure. D'un point de vue droit du travail, ça a un intérêt qui est limité. Maintenant, effectivement, la plupart du temps, les dossiers de harcèlement moral vont plutôt devant les juridictions de droit du travail que devant les juridictions pénales, parce que le salarié il cherche à être indemnisé. C'est la voie parfois la plus simple. Donc il va devant le conseil de prud'homme et il demande des dommages et intérêts. Donc c'est là, et c'est pour ça que c'est important pour l'employeur de mettre en place encore une fois une enquête, d'être totalement proactif et de garder des preuves écrites. Donc il faut que l'enquête elle soit complète. C'est compliqué, hein, les preuves écrites, c'est ce qui est le plus dur. Exactement, surtout pour les TPE et les PME. On peut noter également que l'employeur il peut recourir à un cabinet extérieur si besoin. Donc c'est payant évidemment, mais s'il n'a pas les ressources en interne, il peut faire appel à un cabinet extérieur qui lui a l'habitude, qui déterminera le panel de salariés auditionnés et qui fera une enquête en bonne et due forme. Bon, vous voyez, vous n'aviez pas 3 heures, mais c'est très très clair ce que vous venez de nous dire. Sofiane. Une question pour notre spécialiste formation du jour. Les nouvelles technologies sont-elles abordables pour les petites entreprises? Ça vient d'une chef d'entreprise, mais sans doute d'une petite entreprise justement. Alors, j'ai en partie répondu. Nouvelle technologie, c'est beaucoup de choses. C'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, mais c'est aussi les technologies qui sont accessibles sur les téléphones. Donc, d'un point de vue usage, oui. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Donc, on est capable d'avoir ces outils aujourd'hui pour se former. Le coût est maintenant tout à fait abordable. On ne va pas avoir des coûts démesurés pour pouvoir faire ça. Il faut juste rentrer dans le projet, c'est-à-dire avoir un projet. On sait que les PME... Depuis quelques années, c'est de plus en plus vrai. Elles courent beaucoup après tout ce qui se passe. Et ils n'ont pas forcément le temps pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Mais il faut juste savoir aussi que derrière un projet d'investissement, si on veut dire on investit dans les nouvelles technologies, il faut derrière un ROI, ce qu'on appelle un retour sur investissement, savoir ce qu'on va y gagner. Donc ça, c'est assez rapide. Et quand on sait les problématiques qu'on peut avoir sur une personne qui est non formée, les erreurs, les risques d'erreur, le temps passé à faire des choses et à refaire des choses. Donc ça a vraiment un intérêt. Aujourd'hui, nos clients, si on est parti sur les grosses structures, c'est énormément de PME et de TPE qui nous sollicitent aujourd'hui. Sofiane. On passe à notre moment JO. Ça fait plusieurs jours qu'on vous en parle avec Sandra. Avec vous, la question JO. Voilà, la question JO. On va mettre un peu d'optimisme dans l'appréhension de cet événement. On va tenter, en tout cas. On va tenter, exactement. On va apporter des solutions. Voilà, question très concrète. QR code obligatoire pour les JO. Savez-vous comment l'obtenir pour vous déplacer? C'est la question du jour. Vous êtes invité à y répondre sur nos réseaux sociaux. Eh bien, on va vous faire le tuto en direct. Comment faire? Eh bien, il faut se rendre sur le site passe-jeu.gouv.fr depuis aujourd'hui, puisque le site est ouvert. Puis vous cliquez sur « Je souhaite effectuer une demande de laisser passer pour la zone de cérémonie des JO. Ensuite, on vous demande de choisir entre une demande pour vous, pour votre véhicule. Et puis, vous arrivez ensuite, quand vous avez déclaré que vous n'êtes pas un robot, voilà, vous devez déclarer votre adresse et puis tout un tas d'informations personnelles, notamment si vous travaillez dans la zone, si vous êtes résident ou si c'est uniquement pour vous déplacer en tant que touriste. Et puis, remplir des tas d'infos, votre justificatif de résidence aussi. Éventuellement une lettre de votre employeur pour déclarer l'adresse où vous travaillez, une pièce et une photo d'identité. Quand vous avez rempli tout ça, eh bien, ça prend quelques jours. Il y a une petite enquête administrative tout de même pour la cérémonie d'ouverture. Mais attention, ça commence relativement tôt. Et donc voilà, avant ce tuto, vous nous avez répondu que vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Et donc, vous avez été nombreux à réagir. Fabien nous dit, est-ce que ça a été inventé par des nostalgiques du Covid, ce QR code? Et puis, il y a tous ceux qui ne comptent pas en obtenir un, avec des variantes. Léo dit, j'en vois pas l'intérêt. Clément dit, sincèrement, je m'en fiche. Richard préfère, je m'en fous. Et Catherine, elle, s'en tape. Voilà. Et pourtant, des QR codes seront nécessaires avant même la cérémonie d'ouverture, dès le 18 juillet, en réalité, pour se déplacer autour de la scène, que ce soit en véhicule ou même à pied. On vous pose donc cette question. La question JO du jour, elle est pour vous, Anaïs. Pendant toute la période des JO, mon employeur demande à ce que nous soyons en 100% télétravail, nous dit Audrey. Le confinement sanitaire a déjà été une épreuve. Comment faire pour mieux vivre cette période? Oui. Alors clairement, ça s'anticipe
anticipe. C'est vrai qu'on n'est pas non plus sur une durée de temps aussi importante que celle du confinement. Donc on estime peut-être que l'impact sur la santé mentale sera moins importante, mais je pense qu'elle est vraiment pas négligeable parce que le télétravail, c'est pas anodin, c'est pas anecdotique, même depuis 2020. Il y a plusieurs choses qui doivent être faites, je trouve à 3 niveaux différents. En termes, par exemple, de management, je pense que c'est hyper important que le manager fasse l'effort supplémentaire de rester en connexion avec ses équipes. Il y a un vrai risque d'isolement et de déconnexion à l'autre et à l'équipe. Donc il y a un effort supplémentaire qui doit être fait là-dessus en utilisant tous les moyens possibles et adaptés à son équipe. Il y a aussi beaucoup de pertes d'informations qui peuvent être faites, beaucoup de choses qui sont dites de façon anecdotique dans un espace de travail, qui sont perdues quand tout le monde est en télétravail. Côté individuel, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui doit être fait. Faut bien avoir en tête que c'est pas comme si vous alliez sur un lieu de travail. Donc là où on peut diaboliser peut-être parfois la routine, moi je la trouve très importante dans un espace de télétravail, avoir une routine d'endroit où travailler, d'endroit où faire des pauses, une routine pour prendre soin de soi, une routine pour faire du sport, avec un moment aussi dédié pour le travail bien évidemment. Je pense que c'est très important en tout cas d'avoir ça. Et après, d'un point de vue collectif, il y a aussi des règles qui peuvent être instaurées, qu'elles soient officielles en fait au sein de l'entreprise. Par exemple, sur, on parlait de parents, peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose lié à la flexibilité des horaires. Accepter aussi que certains peuvent commencer plus tard, pas plus tard qu'une certaine heure, mais aussi finir plus tôt et ne pas finir par exemple à 14h30, mais peut-être autoriser du 17h pour les jeunes parents. Voilà, je pense que c'est de la souplesse et de la flexibilité et surtout de la communication. On l'a vu, hein, évidemment, il y a énormément d'inquiétudes par rapport au transport, par rapport à ces QR codes, par rapport aux déplacements, évidemment. Et je vais demander à chacun d'entre vous son avis sur est-ce que c'est le rôle de l'entreprise finalement d'instaurer des règles comme ça pour faire en sorte que le salarié ne se trouve pas pris dans un étau et finalement vive bien cette période. Fanny, qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que le maître mot, c'est l'anticipation, comme l'a dit Anaïs, et comme on le voit dans le métro actuellement, le gouvernement a mis en place un site qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv, où vous retrouvez la carte interactive, les dates. Alors c'est assez fourni, donc il faut anticiper l'anticipation. Regardez dès maintenant le site pour voir si vous êtes concerné. Et effectivement, en tant que professionnel, il va y avoir 2 catégories d'entreprises. Celles dont l'activité peut être modulée, peut être adaptée. Donc là, on nous encourage, et je pense que c'est sage, à faire du télétravail, à prendre des congés, à prendre des RTT. Dans la mesure du possible. Et puis, il y a bien sûr les entreprises qui, malheureusement, ne peuvent pas s'arrêter de tourner. Et je pense notamment au secteur de l'hôtellerie-restauration, profession de santé. Et alors, eux, pour le coup, il faut qu'ils creusent vraiment le sujet et qu'ils aillent, oui, je pense, cadrer et donner des règles pour que tout se passe bien. Parce qu'il faut que la France, tout le monde va avoir les yeux rivés sur la France. Et si plus rien ne marche, ça ne sera pas positif. Philippe, chez Inoteo, est-ce qu'il y a une question JO ? Alors, sur la question, en tout cas, du télétravail, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un peu de recul. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même, depuis 3-4 ans, on a tout testé sur des périodes plus ou moins longues. Alors, je ne sais pas la durée du télétravail qui va être demandée pendant les JO, si c'est pendant toute la période des Jeux. 2 fois 15 jours, hein, les JO. Ouais. Mais effectivement, des entreprises vont pouvoir le faire, d'autres, ça va être plus compliqué. Hein, quand vous êtes sur des travaux, sur un chantier, on ne va pas pouvoir faire de télétravail. Nous, en ce qui nous concerne, pour les petites structures dans la tech, puisque c'est notre cas, on ne va pas forcément privilégier le télétravail. Ce n'est pas moi qui le refuse, c'est déjà les salariés qui souhaitent venir travailler parce que effectivement, tout se passe dans l'entreprise et c'est souvent la machine à café où on a des échanges. Alors, sur une période courte, on va pouvoir s'organiser pour pouvoir effectivement être en télétravail. Mais je crois que tout le monde va savoir le faire d'une façon très facile puisqu'on a quand même, depuis 3-4 ans, en termes de télétravail et de confinement ou autre, on a été quand même assez servi. C'est vrai, Lucas, finalement, on a une sorte d'éventail de mesures qu'on a testées depuis la pandémie sur l'organisation du travail, qui est à disposition des chefs d'entreprise. Juridiquement, ils ont tous les outils nécessaires, finalement, pour s'organiser pendant ces 2 quinzaines. C'est vrai qu'on a une certaine expérience des événements exceptionnels, on va les appeler comme ça, malheureusement pour un certain nombre d'entre eux. Ce qui est certain, c'est que moi je suis d'accord avec vous, il faut essayer de rester optimiste. Maintenant, les employeurs parisiens, les sociétés parisiennes ne sont pas très optimistes. Elles ont d'ailleurs demandé au gouvernement de se pencher d'ores et déjà sur une éventuelle compensation de leur perte de chiffre d'affaires, parce qu'elles ont peur que leurs salariés ne puissent pas se déplacer sur le lieu de travail, que les fournisseurs ne puissent pas venir. Donc les entreprises sont assez pessimistes. Maintenant, l'entreprise, si elle le peut, ça a été énoncé, elle peut évidemment décider de fermer l'entreprise pendant la période des JO. C'est pas toujours très facile. Il y a un certain nombre de conditions en droit du travail à respecter, un délai de prévenance suffisant, informer les représentants du personnel, les règles habituelles
en droit du travail. Concernant le télétravail, effectivement, si c'est une entreprise qui culturellement a l'habitude de faire du télétravail, je pense que ça va bien se passer. Une période de 2 fois 2 semaines, ça devrait bien se passer. Surtout qu'on a une période de fin juillet, début août, en tout cas pour la première partie des Jeux Olympiques, où traditionnellement il y a beaucoup de salariés qui sont en vacances. Donc restons optimistes, les entreprises vont y arriver et ça va bien se passer. Voilà, au fur et à mesure, on va essayer de vous donner des exemples, des solutions dans cette émission. Si vous êtes patron, si vous êtes salarié et que vous avez des inquiétudes, on est là pour vous aider et vous continuez à réagir. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Et pour clore ce chapitre JO, une autre bonne nouvelle, on les aime bien, on l'a appris il y a quelques minutes, la flamme olympique va monter les marches du Festival de Cannes. Et ce sera le 21 mai, porté par l'athlète paralympique français Arnaud Assoumi. Donc la flamme va fouler le tapis rouge, alors on a de la chance quand même. Ouais, exactement. Ça va être de la classe. Une question qu'on vient de recevoir de Nabila par mail avec vous à bfmbusiness.fr. Les recrutements avec ATS sont très répandus. Pensez-vous qu'il faut repenser les méthodes de recrutement ? C'est donc un outil de recrutement par automatisation, c'est ça, Fanny ? Alors, l'ATS, c'est une plateforme qui permet de centraliser les recrutements. Vous savez, quand on publie une offre, on l'envoie sur de multiples job boards. Donc l'ATS permet de l'envoyer sur plusieurs job boards à la fois et de centraliser également les candidatures reçues. Au lieu d'avoir plein de candidatures qui arrivent dans votre boîte mail, vous avez une plateforme avec une ligne par recrutement et puis les candidatures qu'on peut déplacer, trier, annoter, télécharger, partager, etc. Donc c'est un outil qui fait gagner du temps aux recruteurs mais qui ne change pas le recrutement, puisqu'il faut bien un humain qui est derrière tout ça et qui suit ces recrutements. Ça nous fait gagner du temps, mais ça ne modifie pas la relation humaine dans le recrutement. Oui, c'est un petit peu l'inquiétude qu'il y a effectivement derrière cette question. Il y a toujours de l'humain dans le recrutement. On ne pourra pas faire autrement de toute façon. C'est un savoureux mélange. Sofiane. Une question parentalité pour vous, Anaïs. En tant que femme enceinte traversant de grands changements hormonaux durant la grossesse, comment puis-je prendre soin de ma santé mentale, nous demande Solène. Alors oui, beaucoup de changements hormonaux, beaucoup de changements cérébraux durant la grossesse qui ne sont pas à négliger. Une charge mentale qui augmente aussi et qui génère des troubles de mémoire, des troubles d'attention, du stress, de l'angoisse. Donc je pense qu'une des premières choses à faire, un peu comme finalement un peu tout trouble de santé mentale qui peut apparaître à un moment donné, c'est d'être très à l'affût de ses propres signaux faibles. Être enceinte ne veut pas forcément dire que la personne va avoir de l'anxiété, du stress, etc. Mais en tout cas qu'elle va en être plus propice. On sait par exemple que les changements cérébraux entraînent une forte labilité émotionnelle. Donc ça veut dire une forte fluctuation des émotions et donc une plus forte propension à la dépression et à l'anxiété. Donc soyez vraiment à l'affût déjà pour prendre soin de vous. C'est déjà être à l'affût de sa propre santé mentale, à l'affût de ses signaux faibles qui vont venir nous dire là, je franchis un cap où il faut que je prenne soin de moi. Et à partir de là, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le premier réflexe, c'est de ne pas rester tout seul et de faire l'état des lieux des ressources qu'il y a autour de soi, demander une aide de soutien psychologique. Et moi, je mets vraiment l'accent sur ces communautés qui existent. On parle beaucoup des communautés qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc, bien faire attention aux injonctions dans les réseaux sociaux au niveau de la parentalité. On a l'impression qu'il faut être parfaite, qu'il faut tout réussir. Donc, il y en a beaucoup qui sont très frustrés et au contraire qui sentent être bonne nulle part, mais il y a des endroits, des places beaucoup plus saines et bienveillantes de mamans qui s'entraident, que ce soit de jeunes parentalités ou de mamans d'adolescents. Donc vraiment cet endroit un peu communautaire, je pense qu'il peut vraiment aider à prendre soin de sa santé mentale quand on est lors d'une grossesse. On peut partager l'imperfection de cette période et vous allez voir, ça va très bien se passer, même si c'est imparfait absolument pour tout le monde. Sofiane. Et le petit erratum, parce que les férus de sport de la rédaction de BFM Business, ils sont nombreux, me dit que c'est Arnaud Assoumi, le spécialiste de saut en longueur et du triple saut qui portera la flamme olympique lors du Festival de Cannes. Il a donc beaucoup de chance. Une dernière question ? Allez, on se dépêche pour une petite dernière question. Recrutement pour vous, Fanny. Je suis DRH, nous dit Laurent. Nos salariés sont devenus accros au télétravail et nous aimerions les faire un peu plus revenir sur site. Pensez-vous qu'une stratégie d'office peak cooking soit la bonne solution ? Je ne sais même pas ce que c'est déjà. Peak cooking, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, l'office peak cooking, c'est justement cette stratégie
pour faire revenir les salariés au bureau après une période où le télétravail c'est quand même, comme on le disait, bien vulgarisé. On a pris ses marques, on se sent plus efficace chez soi, on s'est un petit peu replié sur soi parfois, et les entreprises voient les limites en fait de cet état de fait, et donc elles déploient des trésors de créativité pour réattirer les salariés au bureau. Comment on fait concrètement? Alors moi j'ai visité des showrooms absolument magnifiques à Sophia Antipolis, là où je suis basée, avec en fait qui reprennent les codes de l'hôtellerie. On se sent mieux que chez soi parce qu'il n'y a pas de bazar et on se sent un peu à l'hôtel. Il faut pimper son entreprise pour faire revenir les salariés? Voilà, alors ça peut être un axe, ça ne fait pas tout parce qu'on observe aussi en parallèle un phénomène de coffee badging. Je passe une tête au bureau, je viens dire que je suis venue, je viens faire une partie de baby-foot et puis je repars. Donc non, ça n'aura pas l'impact espéré. Il faut trouver des compromis, je ne sais pas, repenser les codes vestimentaires, le protocole de réunion, faire que les gens soient plus efficaces, qu'ils puissent peut-être consulter lequel de leurs collègues est là en même temps qu'eux, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à lui parler, que ce sera mieux en face-to-face. Voilà, il faut pondérer, parce que ça ne sert à rien, effectivement, de dépenser énormément de sous pour avoir un magnifique bureau qui reste vide. Et réinvestir sur le collectif. On le dit souvent dans le télétravail que c'est quand même important dans l'entreprise, ces moments où on est ensemble, finalement. Les JO peuvent être d'ailleurs une opportunité pour réinvestir sur le collectif, faire participer ces équipes à des challenges, il y a des applications sportives corporate. Il faut tirer profit de cet engouement, je pense. On va répondre à la question du jour, Sofiane. Eh oui, QR code obligatoire pour les Jeux Olympiques. Savez-vous comment l'obtenir pour vous déplacer? Eh bien, vous avez répondu non, très majoritairement. 93% sur LinkedIn, 89% sur X et 86% sur Instagram. Mais ça, c'était avant notre petit tuto du jour que vous pouvez retrouver en ligne directement sur les podcasts sur le site de BFM Business à consommer sans modération. On les découpe question par question. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez comment obtenir ce fameux QR code pour les JO. Et on va vous y amener à ces Jeux Olympiques. Vous allez voir, vous allez adorer cette période. Vous allez en redemander. La question de demain, Sofiane. 88% des propriétaires s'accordent sur le fait qu'il est aussi difficile de perdre un animal qu'un proche. Selon une étude, certains employeurs proposent donc à leurs salariés un jour de repos pour se remettre de la mort de leur chien ou de leur chat. Alors on vous pose cette question un peu étonnante. Faut-il instaurer un congé pour le décès d'un animal de compagnie? Ça fera débat. Vous nous répondez sur les réseaux sociaux et on en parle demain avec nos 4 experts du jour. Quand on vous dit qu'on en demande de plus en plus à l'entreprise, ça concerne cette question. Répondez évidemment sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup à nos experts d'être venus dans cette émission. Fanny Henriot, recruteuse au Mercato de l'Emploi, Philippe Boulanger, fondateur d'Inoteo, Anaïs Roux, responsable scientifique chez Thiel, et Lucas Aubry, avocat conseil au cabinet Yards. Merci à tous les 4 pour vos précieux conseils. L'émission, si vous ne l'avez pas vue, est à revoir en replay. Les questions sont découpées en podcast sur notre site, évidemment. Et nous, on va se retrouver demain, Sofiane. Oui, en attendant la spéciale Choose France sur BFM Business, délocalisée à partir de 15h. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle session de questions-réponses. Très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.